Mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Je m'appelle Franklin Katunda. Aujourd'hui, nous allons encore parler. Et alors, mesdames et messieurs, nous avons dans le studio le deuxième candidat donc sur la liste électorale. Il s'agit de M. Fiston Matadi. Sans plus tarder, nous accueillons sur notre studio, sur notre meilleur studio qui est ici à Dallas, nous accueillons donc M. Fiston Matadi. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'aime dire Papa Franklin. Bonjour Papa Franklin et Franklin, ça va? Bonjour à la communauté, à ceux qui vont nous suivre, bonjour de là où partout vous êtes. Alors, quel bon vent aujourd'hui? On est là, comme tout compatriote, Ouais. lorsqu'on t'invite, par respect d'abord ou par modestie, on répond à l'invitation. Et j'étais vraiment épaté, aussitôt que j'étais en train de frapper à la porte. Je me dis, est-ce que je ne suis pas dans wrong adresse, comme le disent les Américains? Mauvaise adresse. Quand je regarde, c'est le numéro écrit. Et aussitôt que j'entre encore dedans, je continue à me poser la question jusqu'à ce que je vois le directeur général de la place. Je me suis dit, ben, écoutez, donc je n'ai pas tort quand j'ai dit que nous avons des acquis et nous devons en parler. Donc, c'était signé Bissot Productions à la porte, n'est-ce pas? Yes. En tout cas, bienvenue à ce studio merveilleux. Merci beaucoup. La première question, on peut déjà commencer? Je vous en prie. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Quand je parle de parcours, je vois l'expérience professionnelle et je veux dire, qu'est-ce qui aujourd'hui vous a préparé pour donc être président, dans ce rôle de président de la communauté congolaise? D'entrée de jeu, je veux me présenter encore. Moi, c'est M. Fiston Matadi Diasivi. Et beaucoup me connaissent plus dans le nom de président. Ils m'appellent président Fiston déjà depuis toujours. Ouais. Parce que j'ai assumé ces fonctions de président dans l'État d'où nous venons. Parce que notre parcours nous montre que nous avons commencé dans l'État de Illinois, où nous sommes arrivés, où on a trouvé une communauté congolaise qui était là, abandonnée à son triste sort. Et quand on est arrivé, on s'est posé beaucoup de questions pour savoir mais pourquoi les choses ça ne va pas comme... C'est arrivé en Illinois en quelle année? C'était en 2011. En 2011, précisément au mois de novembre, moi et ma femme et notre petite fille. Ah oui, vraiment. Aujourd'hui, qui est devenue une grande famille. Je suis marié à Madame Noëlla Kabala. Nous avons 4 enfants. Et de là, en 2014, début 2014, nous avons jugé bon de mouver ici à Dallas pour continuer notre parcours. Et c'est ce qui a permis, avec notre expérience dans le passé, de peu de connaissances que nous avons acquéries pendant notre mandat de président, on a dit, mais pourquoi ne pas apporter aussi cette expertise ici à Dallas? Et là-bas, à Illinois, qu'est-ce que vous aviez fait comme activité au niveau de votre... Vous avez juste un exemple de ce que vous avez fait comme activité au niveau même de la communauté congolaise? Il y en a eu plusieurs. Ben, je peux citer ce qui me revient là à l'esprit. Quand on est arrivé, d'abord, nous avons... vous savez, quand on dit Illinois, il y a des villes. Dans notre première ville, on est arrivé, on a organisé les élections. Nous avons assumé les fonctions de président de la CENI. On était là, on a organisé les élections. Il y a eu un président, puisque je venais d'arriver. Et puis, une année après, dans la ville où je suis allé, c'était dans la ville de Galesbourg-Mamouth, où j'ai assumé moi-même maintenant le poste, la fonction de président. Le président. Voilà. Et là, c'est président de tout Illinois. Ce n'est pas seulement une seule ville, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas président de tout Illinois, parce que c'est ce qui pourrait chaque ville. Voilà, chaque ville, c'est comme ici, nous avons dit FW, voilà. Et là-bas aussi, on a notre concret, mais là, on disait toujours Galesbourg-Mamouth, par rapport à notre centre d'intérêt, qui était le travail, de l'autre côté. Et c'est là où nous avons, je crois, le contrôle, c'était 5 villes que nous contrôlons. Il y avait Bloomington, Mammoth, Peoria, toutes ces villes voisinages. Okay. Voilà. Et Chicago Non, Chicago. Non, Chicago. Parce qu'il y avait un président aussi de côté Chicago. Il y avait aussi un président de l'autre côté Champagne. Donc, il y avait aussi un président dans d'autres villes voisinantes. Alors, rentrons juste un peu en arrière, au Congo. Vous avez aussi une carrière professionnelle là-bas. Vous avez évolué dans un certain nombre d'institutions. Parlez-nous-en.
comme tout jeune, quand on est là, on s'est dit, bon, écoutez, on cherche à tracer sa vie. Ouais. Alors, je me suis lancé plus en informatique. Ouais. Et j'ai commencé avec M. Trésor Nganou. La maison était House Perfect. On était plus basé dans le flyer, conception, tout ce qui est design. Voilà, et tout qu'on sort. Mais moi-même, personnellement, j'avais une formation en maintenance et avec tout ce qui a rapport avec Microsoft Office, que j'avais une petite maison, où j'ai dit petite maison par modestie, où on pouvait avoir 5-10 computers pour enseigner, aider les jeunes du quartier, savoir c'était quoi l'outil informatique. Et partant de là même qu'on avait ouvert notre premier cyber, où qu'on a commencé avec l'histoire des dévéloteries. On est parmi des pionniers dans cette histoire. Donc vous aviez aidé les gens à jouer la dévéloterie à partir de Kinshasa? À partir de Kinshasa, nous étions la Lupin, c'était la seule maison qui était en train de jouer. Et autrefois, nous-mêmes, on ne s'intéressait pas, parce qu'on c'était des jeux d'hasard, je ne mettais pas mon nez là-dedans. Mais puisqu'il y avait une forte demande, j'étais obligé de donner ces services-là dans mon quartier, pour ne pas dire dans notre commune de Ngaliema. Et après ça, j'ai évolué avec House Perfect, et où j'étais informaticien designer. Ceux qui connaissent, il y a eu le magazine Awa à Kinshasa. Nous étions des concepteurs designers. Il y avait notre maître qui est au nom de Trésor Ngandou. Et puis il y a l'autre ami, M. Guy, qui est devenu après informaticien maison CCT, tout consort. Et puis moi, je suis allé après travailler avec Cirrus Conception. Cirrus était spécialisé dans les impressions des drapeaux. Notamment, nous avons eu à faire le drapeau, à l'époque, c'était Celtel. Il y avait le drapeau des Kobil, et voire même le drapeau de notre parti UDPS. Et nous avons pas mal fait des choses dans ce sens-là. C'est intéressant, ça. Nous avons installé le plus grand drapeau à l'RDC. C'est d'où je viens, c'était de la maison Cirrus. Et après ça, avec cette expertise qu'on avait en informatique, on a emprunté ou on a frappé à la porte à la CENI. En fait, on n'avait même pas frappé. Ils sont venus vers nous parce qu'ils ont eu un problème sérieux, technique. Et comme j'habitais juste en face du bel Ngaliema, et ils étaient butés, ils ont dit, mais il y a un jeune là qui se débrouille pas mal en informatique. C'est alors qu'ils m'ont appelé pour venir voir c'était quoi le problème. Et qu'est-ce que vous avez fait au niveau de la CENI, la Commission indépendante des élections? D'abord, nous avons organisé l'enrôlement. Au niveau de Ngaliema et Mongafula, parce qu'on avait 2 communes à notre charge. On a organisé l'enrôlement, et donc, autrement dit, délivrer des cartes d'électeurs. Et ça nous a aussi servi de réimprimer les duplicata, et aussi traquer tout ce qui avait des doublons, des cas de doublons, et mettre des techniques, et voilà, mettre des cas, des techniques, comment ne pas avoir des gens avec des cartes doublons. Et j'étais là comme informaticien en charge du département IT de Ngaliema. Merci beaucoup. Vraiment, c'est de l'expertise, je pense, qu'on aura besoin. C'est cela déjà dans le domaine de la saisie des données, la conservation des données, informations pour une communauté comme celle-ci. La deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé d'être candidat à la présidence de la communauté de Dallas. Je parle maintenant d'ici. Qu'est-ce qui vous a motivé? Sans prétention de prévaloir être le meilleur ou l'idéal candidat, c'est d'abord par ces soucis-là qui est en nous, cette volonté-là. Alors, ça bouillonnait tellement en nous lorsqu'on est arrivé, puisque j'étais déjà président de l'autre côté. Lorsque je suis arrivé, la première des choses, je voulais prendre possession de savoir comment ça se passe les choses ici. Alors, la première des choses, j'ai demandé s'il y avait un statut ou un règlement d'ordre. Alors, quand je lis les conditions, je crois que c'était l'article 36, et j'ai compris que je ne répondais pas aux critères. Je dis, OK. Qu'est-ce qui manquait sous les critères? C'était le nombre d'années. Les nombres d'années. Vous devez vivre ici au moins 5 ans. 5 ans. Alors, chose que je... À l'époque, vous aviez... Et après une année. Alors, j'ai dit, écoutez, je ne vais pas ouvrir des brèches là-dessus. Bon, peut-être nous allons accompagner parce que je dis aux gens, on n'est pas toujours obligé d'être à la tête. On peut être des héros sous l'ombre. Comme aujourd'hui, on a des héros qui travaillent derrière nous, qui nous accompagnent pour arriver à changer, à booster un peu les choses. Et donc, c'est ces soucis-là, cette volonté-là de servir for free, comme tout le monde connaisse que ce que nous faisons, c'est du bénévolat. Et vous avez fait le bénévolat pendant combien d'années? Le bénévolat, on l'a fait depuis que je suis à Dallas. Quand je parle de bénévolat, c'est sous une forme officieuse.
Et aujourd'hui, on peut compter plus de 50 personnes que nous avons intégrées, installées ici à Dallas. Dans les jours à venir, ils ont promis de témoigner. Si vous allez nous donner l'espace, bien sûr, ils vont témoigner. Ça serait beaucoup mieux que lorsqu'ils vont témoigner d'eux-mêmes, dire « Azwabi à zéro », donc, il y a beaucoup. Donc, par respect, je ne vais pas trop citer les noms. Donc, on était là, au four à moulin, à les aider, et enfin, qu'ils puissent intégrer totalement dans ce pays d'accueil qui nous accueille. Troisième question, donc, merci pour cela. Troisième question, selon vous, quels sont les défis actuels, les défis auxquels notre communauté fait face? Parce que vous étiez là, vous avez été là, ça fait déjà plus de 5 ans, vous avez vu la communauté. Essayez de nous dire, quelle est votre lecture? Quels sont les défis que vous voyez, qui sautent à vos yeux? Les défis sont énormes. Okay. Je prends d'abord conflit des générations. Oui. Il y a une conflit des générations qu'on est en train de remarquer sur place. Il y a aussi le manque d'unité. De plus en plus, du jour au jour, l'homme congolais se désintéresse de ses propres droits, de ses propres origines, et ça pose problème. Il y a aussi ce fléau que je ne cesse de dire qui est en train de battre son record dans notre communauté, qui est l'autisme, et on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre numérique ou d'où ça provient en fait? Parce que cela fait même l'absence ou cette diminution de membres dans les églises, parce que les parents se sentent gênés aller à l'église avec des enfants qui souffrent, mais que nous leur conseillons même tel est le lieu qu'il faut même amener les enfants, parce que ça a beaucoup des aspects dans ce sens-là. Ça peut être spirituel et tout. Et aussi, on a aussi ces problèmes de l'implication de membres, de l'implication des Congolais dans les affaires des Congolais. C'est ça des défis que nous avons pu relever. Et je crois que si l'opportunité ou l'occasion nous donne, c'est là que nous allons faire comme notre cheval de départ. Cela tombe sur ma question la prochaine. J'allais demander, comment comptez-vous alors impliquer tous les membres de la communauté, notamment les jeunes, les femmes et les autres, ceux-là qui sont récalcitrants, qui sont à l'extérieur, qui ne veulent même pas approcher les Congolais de toute manière? Comment est-ce que vous pouvez les remettre ensemble? Vous savez, président. Vous savez, d'abord, il faut d'abord commencer. Les études qu'on est en train de faire, c'est savoir leur centre d'intérêt. Pourquoi ils doivent revenir? Pourquoi ils doivent être là? Et je pense que dès que nous avons la chose en main, d'abord, nous allons mettre en place nos cellules de communication. Notre cellule de communication doit vraiment fonctionner comme il se faut, afin de communiquer aux gens, leur montrer l'importance d'être membre de la communauté. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas une obligation, parce que c'est une asbelle, donc on n'oblige pas les gens, mais on propose aux gens que ça serait mieux de venir apporter votre expertise, votre savoir, enfin de prôner, enfin de vendre l'image qui est le Congo qui nous appartient à tous. Alors, parlons de la technologie digitale. Vous êtes du domaine. Yes. Comme on vient de l'entendre, vous l'aviez commencé depuis le Congo. Comment est-ce que vous allez faire pour non seulement répertorier tous ces gens-là, mais aussi comment les approcher, commencer à leur véhiculer l'information qui touche leur point d'intérêt, et puis les ramener maintenant à pouvoir d'eux-mêmes, à postuler et devenir membre de la communauté congolaise? Quelle est votre stratégie par rapport à cela? Au cours de ces 5 dernières années, ça je peux déjà vous l'avouer comme ça ici à l'écran, la communauté congolaise avec certains de ses membres a beaucoup évolué en domaine de Haïti. Ça je peux vous le garantir. Je crois que dans les jours à venir, on va l'étaler sur la toile publique, que vous comprenez que non. Lorsqu'on s'était retiré, on a vraiment essayé de savoir, poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le vrai problème? Alors, on a trouvé que nous avons un problème de base des données. On a un problème de l'information. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire qu'on a quelque part, si on va, on trouve tout l'historique de la communauté, on trouve les données, des données significatives qui peuvent aider une personne, ou des données ou des informations qui peuvent permettre à une personne de pouvoir se répertorier ou de se situer où je suis. Donc, avec l'industrie informatique aujourd'hui, je crois que nous allons faire vraiment mettre en application tout ce que nous avons sur les social médias pour communiquer efficacement avec notre population, nos compatriotes. Donc,
aussitôt qu'on est là, il y aura une cellule d'information qui sera là, qui va traiter les informations pour savoir qu'est-ce qu'il faut. Et je crois qu'avec ça, on pourra donner, on pourra servir nos compatriotes. Parce que vous savez, on ne peut pas prendre une communauté avec une seule ligne de téléphone. Okay. Parce que étant président, nous avons une autre vie. Ouais. Vous savez, nous avons une vie de famille que nous devons, les enfants qu'on doit prendre. Donc, ça va se faire de système de relais. Il y a une ligne verte. Voilà, une ligne verte où, par rapport à votre CD, il suffit d'aller dans tel CD avec des codes, bien sûr, qu'on va donner à tout le monde. Tu sais que, OK, je m'adresse à mon représentant de la ville, par exemple, de Irving ou Bedford. Donc, c'est comme ça qu'on va en faire. D'abord, avoir une ligne verte qui sera 24/24. Et par rapport au timing. Donc, on va vraiment utiliser la technologie parce que sans la technologie, au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien faire. Voilà, ce sont donc là les initiatives dont vous parlez déjà. Mais je voulais peut-être poser ma 5e question qui était d'une manière générale. Quelles sont les initiatives ou projets que vous souhaitez entreprendre, mais des initiatives que les autres n'ont pas fait avant? Vous voyez ce que le président Diomaye a fait, ce que le président là-bas, les autres ont fait avant. Essayez un peu de nous dire... Qu'est-ce qui est innovatrice que tu vas faire que les autres n'ont pas fait avant? Déjà, je veux dire à ceux qui nous suivent à la télé, vous savez, un problème que nous avons tous souffert, c'est la gestion transparente. Okay. Vous savez, même quand on va dans le petit store, dans le magasin ici, quand tu donnes ton argent, on te donne un reçu. Un reçu. Un reçu, ça te fait un proof pour dire que nous avons bel et bien reçu ton argent. Ouais. Et en retour, vous avez aussi pris notre ça a servi. On vous a aussi servi. Et je pense que c'est ce que nous avons besoin au jour d'aujourd'hui. Parce que nous devons montrer aux gens où nous sommes. Parce que si les gens ne savent pas où nous sommes, les gens se disent, bon, OK, on est bien. Mais lorsqu'on se dit, on a un défi, on veut avoir 1 million dans notre compte. Parce que pour quoi faire? On va acheter notre propre location. Donc, on a besoin que les gens sachent à quel niveau, qu'est-ce que nous avons concrètement dans la caisse. Et je crois que ça serait un moyen pour leur motiver, pour dire, OK, on n'a pas encore assez, laissons, contribuons plus pour avoir notre but à atteindre dans ce sens-là. Donc, il y a ça, il y a aussi la communication. Vous savez, il y a beaucoup qui se disent, OK, nous avons participé à des activités, mais en retour, nous n'avons jamais été remerciés. Et ils se sont posé des questions. Est-ce que réellement l'argent est arrivé à la personne? Alors, on s'est dit qu'il y aura des messages de feedback. Donc, on doit avoir le feedback. On doit aussi avoir ces plateformes de surveille. Parce que nous sommes ici, on a vu que le surveille permet aux gens, permet à des communautés de se développer. Parce que je peux être là, pensant bien faire, mais pendant que je suis en train d'amener toute une communauté dans un fossé. Mais lorsqu'on est à tout le temps de surveille, les gens peuvent venir écouter, on n'est pas d'accord avec vous dans ça. Et cela nous permet de revoir notre façon de faire des choses. Donc, vous savez, il y a quelque chose qui me tient souvent en éveil. Mon église, je vais juste parler de ça, mon église envoie souvent des textos. Voilà. Et les textos-là viennent, et dès que ça pop sur mon téléphone, je sais que ça vient de mon église. Ils peuvent parler d'une activité qui se fera la semaine prochaine, ou ceci, cela. Et quand je reçois ça, je me dis que c'est l'église qui s'occupe vraiment de moi, parce qu'ils me donnent cette information. Voilà. Mais alors après, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment quelqu'un qui te texte directement, c'est un système qu'on fait. Voilà. On envoie un message et ça va à tout le monde. Est-ce que c'est possible d'avoir cela pour votre communauté ici, la communauté congolaise de Dallas? Oui, bien sûr que oui, Monsieur Franklin. Parce que comme je vous ai dit avec l'Haïti, il y a des gens qui sont familiers sur Facebook, il y a des gens qui sont familiers sur YouTube, il y a des gens qui sont tout le temps sur des statuts WhatsApp. Donc, avec toutes ces plateformes, on va l'utiliser vraiment à 100%, parce que souvent, ce qu'on donne à tout le monde là, ce sont de pré-sale. Donc, c'est juste pour y tester. Mais il y a aussi des premiums que vous pouvez acheter où on vous donne tous les services complets. Il suffit seulement d'entrer, puisqu'ils seront reliés à notre base de données, et vous aurez l'information à la minute. Parce que des fois, on peut vous dire, écoutez, vous qui habitez l'Est, n'empruntez pas tel chemin, il y a l'accident. Voilà. Alors, vous êtes habitué à quitter votre travail à 17h30. Pendant que l'information circulait déjà que non, sur ce chemin, il y a un bouchon où la route est barricadée. Donc, il est d'une grande importance pour nous, la communauté, de passer cette information. Ça peut aussi être qu'il y aura intempéries, un mauvais climat, il y a un accident très grave sur la 35. Il ne faut même pas y passer, il faut aller de l'autre côté. Et on a même eu des cas d'accident parce qu'on nous dit que la chaussée était glissante, mais on n'était pas informé. Donc, on est en train de voir. Donc, je crois que ça va beaucoup aider dans ce sens-là. L'information directe et à temps réel.
Et quelles sont vos stratégies pour... Parce que là, vous avez parlé de choses qui demandent des moyens. Ce sont des activités qui sont coûteuses. Et alors, il faut avoir des partenaires, n'est-ce pas? Comment vous allez établir donc les partenaires? Qu'est-ce que vous voyez déjà dans les organisations, les partenariats que vous allez essayer un peu de contracter à gauche et à droite pour que la communauté ne soit pas juste en train de faire des choses seule, mais qu'elle travaille avec soit les entreprises qui existent, les entreprises des Congolais, les églises et les autres ressources qui peuvent être nécessaires. Quelle est votre stratégie là-dessus? Si je rappelle encore tout le monde ici, vous savez, c'est une ASBEL. Ouais. C'est sans but lucratif. Ouais. Donc, nos bénéfices, c'est sans bénéfice, c'est sans gain. Ouais. Voilà. Ce qui se fait que la communauté vit que des contribuables, ouais, de ses compatriotes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait voir aux gens qu'on a besoin de votre appui. Parce que même pour aller frapper dans ces portes-là des donateurs, de tous ces grandes institutions, souvent, on vous demande qu'est-ce que vous avez pour qu'on vous accompagne. Parce que si je vais là-bas, je frappe, on va me demander la première des choses, quelle est votre adresse? Vous êtes où localisé? C'est quoi votre numéro? Vous voyez? Donc, ces contribuables nous permettent de faire d'abord fonctionner notre bureau, avoir notre adresse, où on peut nous situer, ouais, et donc on peut l'avoir dans les différents CIDI. Et je pense que aussitôt qu'on a ça, avec l'appui de tout le monde, bien sûr, le Congolais qui fait le faire avancer des choses, et je pense que ça serait facile pour nous dans ce sens-là. Donc, les partenaires sont là. Les partenaires sont là et ils n'attendent que nous. Mais il faut aller là-bas, on ne va pas main vide. Sinon, on ne vous prend pas sérieux. Parce que la première des choses, on demande, hey, oui, on a besoin de votre business card. Vous êtes où? Votre adresse, votre statut, votre brochure, vous êtes qui et tout. Donc, c'est en fait ça. J'avais une question qui est venue d'un de membres de la communauté, que je vais insérer dans mes questions ici. Il dit que lors d'une émission que vous avez fait la fois passée, vous avez dit que la langue anglaise ne serait pas vraiment d'une grande importance pour un immigré. Donc ça, c'est une question que j'attrape de la part de M. Christian. Et il pose la question, si la langue devrait donc faire partie de l'intégration culturelle, pourquoi ne pas donner une grande importance à la langue anglaise? Parce qu'il avait suivi lors d'une émission que vous aviez dit qu'elle n'était pas tellement importante. Quelle est votre réponse là-dessus? Ma réponse là-dessus, c'est, je vais répondre à M. Christian. Merci d'abord parce que vous savez, quand quelqu'un prend le temps de revenir sur ce que vous avez dit, ça veut dire qu'il y a un intéressement. Alors, je pense que ma question, mon intervention de l'autre fois a été très mal comprise. J'ai toujours dit aux jeunes que je rencontre, à chaque fois qu'on fait des meetings, on leur parle, on dit, écoutez, les choses des États-Unis n'est pas écrites en français, ni dans notre langue maternelle. C'est écrit en anglais. Donc, il est d'une très grande importance que vous appreniez l'anglais. Il est vraiment d'une grande importance. Mais l'autre fois, quand je parlais, j'étais en train de parler plus de personnes de troisième âge qui ont déjà fait leur carrière au Congo, notamment nos mamans. Vous savez qu'à un certain moment, nous tous, nous désirons voir nos parents à côté qui viennent ici pour nous épauler, afin que nous puissions courir encore un peu plus vite. C'est dans ce sens-là où j'avais dit que, écoutez, on ne va pas trop demander à ces mamans ou à ces grandes personnes de troisième âge, ou d'aller apprendre l'anglais, on va trouver comment on peut leur faciliter à communiquer avec les différents devices. Et aussi, pour savoir aussi, pour certains, beaucoup ne semblent pas le connaître, nous avons des Congolais qui viennent, qui parlent l'espagnol, qui ont évolué, qui parlent l'espagnol, qui viennent de l'Angola, qui parlent très bien. Et pour eux aussi, Portugais, ils étaient au Brésil. Ils étaient au Brésil, ils étaient ici. Pour eux, l'intégration, c'est déjà, disons, à 50%, parce que vous connaissez que l'espagnol et l'anglais, ce sont les deux langues reconnues ici aux États-Unis. Donc, pour eux, vous qui avez déjà votre espagnol, on peut vous orienter par rapport au travail qui ne demande pas trop de l'anglais. Et voilà, c'était dans ce sens-là. Mais vous devez retenir, je regarde le jeune pour dire, écoutez, je me répète encore pour dire, les États-Unis n'est pas écrit en français. Vous voulez évoluer, vous voulez aller plus loin, ça veut dire vous devez apprendre l'anglais. Ça veut dire beaucoup de sacrifices dans ce sens-là et vous verrez que les choses seront plus claires. Si on est d'accord que l'anglais est primordial. Alors, au niveau de votre administration, quand vous allez prendre le contrôle, qu'est-ce que vous allez faire pour que les gens aient aussitôt, dès qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir déjà comme échauffement? Je parle de l'anglais, avant même d'être orienté dans le cours de ISL et tout ça, parce que vous savez, même pour aller se faire inscrire, les gens ne savent pas encore comment le faire. Il y a des écoles des immigrés qui sont gratuites.
Ce sont des écoles où tu vas pour apprendre l'anglais. C'est juste pour les immigrés. Ça n'a rien à voir avec l'école. Ça existe. Et comment donner des références à tous ces gens-là? Comment est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous voulez d'abord les avoir dans vos bureaux pour essayer de leur donner les premiers pas, ou bien vous allez directement les envoyer vers les ISL? Vous savez, lorsqu'on arrive premièrement aux États-Unis, la première des choses, on fixe d'abord, comme on dit, ces documents qui te donnent l'accès ou le pouvoir de travailler ou d'aller sur des places publiques ou conduire. Alors, moi, j'ai toujours dit, ce que je suis en train de voir, aussitôt qu'on est là, c'est d'abord de faire fonctionner les pôles. Vous avez parlé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-moi un exemple. Par exemple, vous savez pourquoi on ne sent pas l'efficacité de la communauté deux fois? Parce que tout est centralisé rien que sur les membres du bureau de la communauté. Or, vous savez, on est dans un concret où les villes sont éparpillées grandes. Donc, je ne peux pas être au même moment à Dallas. Non, ça c'est impossible. Alors, comment vous allez faire? Moi, je pense la première chose que nous allons revenir, comme le dit notre statut, que nous devons avoir des présidents de pôles qui nous représentent dans les différents CIDI, où les informations seront partagées par rapport à la demande. Donc, faire fonctionner les pôles avec leur président, bien sûr, et le vice-président et tous les membres du bureau. Et cela va nous aider efficacement, comme on dit en anglais, run notre communauté. Un peu comme un chef de quartier? Oui, c'est un peu ça. C'est aussi qui nous représente aussi. Oui, parce que, étant communauté, on a besoin, comme on a dit dans la ligne verte, être prêt à répondre à chaque moment qu'il y a demande. Parce que notre but réel, c'est d'aider. D'aider le membre, surtout, j'insiste, le nouveau venu. Parce qu'on s'est dit déjà, à 3 ans, 4 ans ici, la personne s'est déjà stabilisée. Donc, on est là pour faire aider, pour aider d'abord les nouveaux venus, leur montrer le vrai chemin et surtout savoir, parce que vous savez, nous avons des gens qui viennent ici, qui ont des capacités déjà, qui peuvent facilement entrer dans le bain et canaliser tous ces gens-là et dans ce sens-là. Donc, c'est ça, faire fonctionner les pôles et je crois que c'est la chose dont nous avons vraiment besoin en ces moments. Alors, merci pour votre question, pour votre réponse. L'autre question qui me vient en tête, c'est celle-ci. Quelle est votre vision pour la communauté congolaise alors? Parce que vous n'avez que 3 ans. À court terme et à long terme. Bon, à court terme, dès que vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez déjà commencer par chercher à faire? Et à long terme, qu'est-ce que vous allez faire de telle sorte que, si vous l'avez bien fait, vous pouvez alors bénéficier d'une autre élection pour les 3 prochaines années, toujours à la tête de la présidence. Quelle est votre stratégie là-dessus? Notre première stratégie, d'abord, comme je dis, la restauration du système. Donc, ce que veut dire, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus d'adresse. Nous sommes abandonnés à notre propre triste sort. Donc, la première des choses quand on rentre, c'est d'abord récupérer notre adresse, donner l'adresse aux Congolais, où tu peux déambler, tu te dis, quand je vais là-bas, je vais chez nous. Ça, c'est notre première stratégie d'abord. Et notre deuxième, on est en train de revoir un peu nos documents, donc notre statut. Voilà, parce qu'il y a des amendements qui doivent se faire, parce que vous savez, le monde a beaucoup aussi évolué. Surtout à ma personne, là où je suis en train de dire le règlement d'ordre, parce que nous devons régulariser les gens. Nous devons redorer l'image, vous voyez, parce qu'il y a une forte dépravation de mœurs aujourd'hui au sein de notre communauté. Et lorsqu'on n'a pas des textes qui est en train de réguler cela, cela pose problème. Et surtout, on a parlé aussi de la discipline au milieu des membres. Exact, parce que lorsque les gens se réunissent, il doit y avoir une discipline. Et même ceux qui sont en train de diriger ou en train d'orienter l'idée de ces gens, ils doivent être subis d'une certaine discipline. Parce qu'on ne peut pas être président et partir ou finir son mandat sans donner pour autant compte rendu. Qu'est-ce qui a été votre gestion? Où nous sommes? Qu'est-ce que vous nous avez laissé? On continue où? Donc, c'est dans ce sens-là, mettre en pratique les textes, s'assurer que tout le monde est en possession du document qui leur met dans le fonctionnement de la communauté. Donc, c'est ça notre priorité. Donc, notre court terme, d'abord, donner l'adresse à la communauté. Et comme on dit, comme vous avez dit, le projet à long terme, vous savez, moi, j'ai toujours dit, si un individu en lui-même peut s'acheter une maison
à plus de 400 000 et pourquoi pas une si forte communauté comme la nôtre. Ouais. Donc, c'est vraiment facile. Et si vous avez un établissement, je dirais un building, par rapport à ce que vous venez de dire là, qu'est-ce que vous aurez comme priorité à mettre dans ce building-là qui peut être lucratif de telle sorte que ça produise des bénéfices ou de l'argent dans la caisse? Vous savez, officiellement comme ça ou juridiquement parlant, on ne fait pas des bénéfices dans une communauté. Non, mais pour servir mais, la même communauté. On peut avoir des cellules financières qui vont orienter des gens au profit de notre communauté. Voilà. Par exemple, en donnant des emprunts à des gens qui ont déjà fait preuve de capacité ici dans la place. Par exemple, en nous fournissant par exemple des bus pour des nouveaux venus qui ne savent pas conduire, pour nos mamans de troisième âge, nos parents qui ne savent pas conduire, on peut mettre en disposition pour eux des bus qui peuvent leur permettre d'aller au travail. Bien sûr, avec des points focaux qu'on va dire, écoutez, on est là, nos bus sont là, toujours à 12 heures, mettez-vous ou prenez un appointment, rendez-vous, le bus va passer vous prendre. Je me suis rendu compte que ça fonctionne très bien à Iowa, ça fonctionne très bien au Kentucky. Voilà. J'étais déjà... Le fait que je voyage beaucoup dans ce coin, Chicago aussi, les environnants, Bloomington, Champaign, Illinois, vous avez des groupes de gens qui vont au travail ensemble, soit dans un van ou un minivan, des choses comme ça. Exact. Vous pensez que c'est faisable ici, dans la région de Dallas-Fort Worth? Oui, c'est vraiment faisable et très facile même. Il suffit seulement que le membre de la communauté nous fasse confiance par leur contribution et on va en faire, c'est vraiment très facile. Des fois, je dis aux gens, puisque vous dites aujourd'hui, on a une forte communauté, faites les mathématiques. Vous verrez que votre 5 $, votre 10 $ peut nous amener à un level que les gens vont dire, écoutez, ça c'est une forte communauté. Et ajouter à ce que vous aviez dit au début, vous avez cette expérience dans la technologie digitale. Voilà. Je pense que ça peut aider dans le sens de pouvoir véhiculer le message. Et c'est là où je tombe sur l'avant-dernière question. C'est le côté éducationnel. Voilà. Lorsque vous avez cet instrument-là de technologie digitale, comment est-ce que vous allez faire pour éduquer cette population, soit à les amener à comprendre qu'il faut faire partie d'une certaine unité ou d'une organisation comme celle-ci pour être fort? Comment est-ce que vous allez faire pour encourager ceux-là qui sont découragés, qui pensent qu'être avec les Congolais, ça ne vaut plus la peine? Qu'est-ce que vous allez avoir comme stratégie par rapport à cela, en utilisant toujours la technologie digitale? Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il faut rencontrer leur centre d'intérêt. Avec la technologie digitale, avec des messages, vous savez, toutes ces institutions, vous pouvez les appeler, dire écoutez, nous avons les Congolais ici. Ils savent, lorsque déjà, ils savent que non, ils sont les Congolais dans leur temps libre, regardent des théâtres. On peut demander avec YouTube, les appeler, écoutez, est-ce qu'on peut véhiculer de tels messages? Et aussi avec des artistes qui nous visitent 2 fois, parce que l'autre fois, je parlais avec eux, j'ai discuté, vous savez, j'ai dit, nous devons arriver à faire ce qu'on dit gagnant-gagnant. Vous savez, lorsque vous venez nous visiter à Dallas ici, on veut qu'en retour, votre passage Dallas soit aussi marqué par quelque chose. Il ne faudrait pas venir ici seulement faire de recettes et partir, et sans pour autant contribuer à l'épanouissement de notre communauté. Donc, on aura besoin de vous à chaque fois que vous nous visitez, et à travers vous, à travers vos pièces théâtrales, communiquer avec les gens, montrer aux gens que c'est possible de briguer, c'est possible d'avancer, c'est possible d'aller à nos entendements. Voyez? Parce que vous savez, des fois, on se limite, les Congolais. Malgré nos capacités intellectuelles, on se limite par manque d'informations. J'ai toujours aimé notre confrère Israël Mutombo quand il arrive à Dallas ou partout aux États-Unis. Il fait un effort pour donner un message. Et c'est toujours un message rafraîchissant, un message d'éducation, d'encouragement par rapport à la communauté qu'il visite. Et je pense que c'est de ce genre de choses que vous parlez, n'est-ce pas? Oui, exactement. Parce que aussi, vous savez, à Dallas, on a aussi ce qu'on appelle des influenceurs. Les gens qui sont suivis, les gens qui sont connus depuis toujours, qui sont ici. À travers eux aussi, on peut efficacement communiquer avec notre population, nos compatriotes. Donc, comme je l'ai dit, la technologie est vraiment notre, comme on dit, notre cheval de bataille pour vaincre, pour relever les défis. Parce que vous savez, tout est déjà fait. Ce qu'on a à faire, c'est seulement d'aller frapper dans les portes. Mais vous savez, lorsque vous allez frapper, la première des conditions, on te demande qui es-tu. Vous voyez, vous venez ici en tant que qui. Donc, tout est déjà bien structuré. Tout est vraiment structuré. Seulement, des fois, vous savez, nous, on a des fois du mal à lire.
Et ce qui fait qu'on a moins d'informations. Et on va voir comment on peut relayer les gens. Parce que, vous savez, quand on était au pays, on disait journal 20 heures. On allait savoir qu'est-ce qui se passe au pays. Qu'est-ce qu'il y a. Et on dit quoi demain. Ça se passe aussi ici. Tous les jours, on informe la population. Mais vous voyez, avec certains, c'est barrage de la langue, on va essayer de voir comment on peut l'amener à une compréhension si facile, avec l'anglais un peu plus facile pour dire, écoutez, il y a ça. Demain, voilà, demain, il y aura ça, où il y a tel changement qu'à partir d'aujourd'hui, si on t'attrape avec une bouteille, c'est fini, ou c'est ça. Ouais, un peu dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens. Et là, je ne veux pas vraiment ne pas vous poser cette question. La question est attrait aux avocats. Voilà. Et à la couverture médicale et la couverture vie. Quelles sont vos stratégies? Parce que nous avons beaucoup d'agences qui existent. Ces agences cherchent des organisations qui ont peut-être 20, 50, 100 personnes qui peuvent être leurs clients. Quelle est votre stratégie pour faire que le Congolais de la communauté congolaise de Dallas ne puisse pas devenir un fardeau pour ses frères et sœurs? Lorsqu'il est malade, gravement malade, alors l'assurance s'occupe de lui. Lorsqu'il est mourant, l'assurance vie s'occupe de lui, de son enterrement et de sa famille. Très important. Parce qu'à ce moment-là, la communauté congolaise de Dallas, qui est une association privée, ASBL, n'a pas à faire le travail des pompes funèbres. Si vous êtes président, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre stratégie là-dessus? Très important. Aujourd'hui, vous savez, je peux déjà l'annoncer ici, on a beaucoup de Congolais qui sont dans le compagnie d'assurance où il y a tout vraiment est détaillé. Mais sauf que la communication n'est pas encore efficace. On est en train de voir comment mettre ça en possession de tout le monde pour savoir, parce qu'on doit faire des types de différences. Il y a ce qu'on appelle l'assurance juste funérailles, où on est là, on vous enterre, c'est tout. Pour des gens qui sont, par exemple, non mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de charges. Donc, il est lui-même, comme on le dit. Et ça va coûter moins cher. Ça coûte moins encore. Avec le paiement mensuel. Le paiement mensuel, ça lui coûte pratiquement moins. Nous, on sera là en tant que frères, en tant que communauté, juste accompagner le processus. Que ça, il a été enterré dignement. Et des fois, on dit aussi à ces gens qui ont ces genres des assurances, faut toujours nous faire savoir. Parce qu'ici, c'est un monde, c'est le business. Quand il n'y a personne, écoutez, on vient, on prend ton corps, on jette. Mais lorsque tu signales, on peut le réclamer. On dit, écoutez, notre frère nous a fait savoir qu'il avait telle assurance, donc donnez-lui ses honneurs qu'il lui doit. Aussi, on a des assurances, surtout moi, je suis en train d'insister aux parents, les gens mariés, les gens qui ont acheté des maisons ici, qui ont des propriétés. J'ai dit, écoutez, vous devez vraiment jeter l'œil là-dessus. Sur l'assurance vie, parce que ça peut aussi faire qu'il y ait de l'argent. Parce qu'il ne faudrait pas commencer quelque chose, comme je l'ai dit. Commencer quelque chose après, à votre absence, tous les efforts consentis durant votre vie sur Terre, ici, partis comme ça. Vous perdez la maison. Vous perdez la maison, les enfants sont ici. Les enfants, donc, et pourtant, il y a des stratégies, il y a des assurances qui peuvent vous couvrir, même pendant votre période malade. Lorsque vous devenez malade, ou vous êtes incapable de fournir les mêmes efforts, il y a ces assurances-là qui vous couvrent pour cela. Donc, je vous rassure, chers compatriotes, nous avons déjà pas moins de 50 Congolais qui sont dans le sang, qui sont en train de travailler durement nuit et jour, et savoir aussi, parce que vous savez, quand ces histoires viennent là, il faut savoir aussi les contourner. Ce sont des politiques que nous sommes en train de mettre en place. Oui, ok, on nous présente ça, mais comment les contourner? Parce qu'on peut négocier avec ces institutions. Parce que quand tu vas seul, et tu payes plus. Mais lorsqu'on dit que l'union fait la force, on va marchander. On va leur dire, écoutez, on est capable de vous amener 1000 personnes. On est capable de vous donner 10 000 personnes. En retour, vous nous donnez quoi? Alors, monsieur Fiston, quelle est votre stratégie pour pouvoir ramener les gens à vous faire confiance et à écouter ce message-là? Parce que le grand problème que nous avons, c'est un problème d'éducation. Au Congo, nous vivions dans un pays qui n'avait presque pas d'assurance. On n'en a pas. La SONAS, bon, l'assurance auto, mais l'assurance vie, l'assurance santé, ça n'existe pas. C'est un travail d'éducation. Vous admettez avec moi que ce sera un challenge pour prendre tous ces gens et commencer à les éduquer. Maintenant, si vous arrivez à le faire et qu'ils attrapent leur couverture médicale, couverture vie, vous voyez qu'ils ne seront pas à la charge maintenant de l'association. Parce que le problème que nous avons, c'est que le fait que l'association se retrouve en train de faire des
des enterrements chaque fois. 9 000 ici, 10 000 ici. Il faut contribuer. Les efforts sont canalisés vers les enterrements. Ouais. Et finalement, quel est le travail que vous devez faire de l'autre côté pour aider donc l'association à faire le cahier des charges qu'ils avaient devant eux? Ils sont perdus. Alors, on risque de se retrouver pendant 3 ans, on n'a rien fait, on n'a que peut-être enterré une dizaine de personnes. Et on est toujours sur place. On fait le surplace. Vous savez, je n'aime pas trop mettre l'accent sur ces histoires de funérailles parce que j'ai plus d'une fois montré noir et sur blanc que c'est vraiment facile parce que je me dis, on peut avoir life insurance pour sécuriser sa famille, ses enfants, sa femme ou ses biens personnels, mais pour le funéraire assurance, aussitôt qu'on est membre et que si tout le monde s'y met, on peut se donner facilement. Vas-y, on va faire la mathématique avec vous. Vous savez, on a un groupe, par exemple, de WhatsApp qui atteint aujourd'hui 100 personnes et qu'on donne l'exercice à tout le monde de ramener 10 personnes, qui fait automatiquement, si on multiplie, on a 1000 personnes. Donc, au lieu de demander aux gens, OK, notre frère est mort, il faut donner $20. Si tout le monde donne $10, on a $10 000. Vous êtes d'accord avec moi que le funérail ne coûte que 10 000 ici, à Dallas. Donc, pour dire aux gens qu'on peut, nous-mêmes en tant que communauté, avoir comment faire asseoir, afin que nous-mêmes nous soyons capables de produire ces assurances. Ouais, parce que ce sont des structures, ce sont des compagnies faites par des humains comme nous. Donc, nous avons aussi cette capacité, parce que nous avons nos enfants qui ont été à l'école pour ça. Vous parlez donc d'un ASBL qui peut commencer à gérer. ASBL, mais avec des excursions outside, parce que vous savez, quand on dit on doit vraiment rester dans la norme, quand on dit qu'on n'est pas là pour faire des bénéfices, mais on peut, par ricochet, pistonner le nôtre pour dire que écoutez, parce qu'ils sont déjà là, ils le font pour dire que, écoutez, tu peux chapeauter ces dossiers, pourquoi vous ne pouvez pas nous assurer? Donc, c'est vraiment faisable avec ça. Donc, de ce point-là, je pense qu'on peut le faire. C'est vraiment, vraiment facile. En conclusion, quel est le message que vous allez donner aux téléspectateurs qui nous suivent, qui sont largement disponibles là? Ils vous ont suivi, ils vous ont écouté et ils vont sûrement envoyer des questions. Quel est le message que vous avez à leur donner directement? Chers frères congolais vivant à Texas, Dallas, autrement dit, comme on dit dans le CCDFW, Communauté congolaise de Dallas, on est là, si on est là, c'est pour vous servir. Si on est là, c'est pour amener les choses à la transparence. Et si on est là, c'est pour encore regagner votre confiance que vous avez donnée autrefois. Et je pense qu'ensemble, comme je l'ai dit, on peut changer les choses, on peut booster les choses, on peut ramener les choses d'un point 1 à un point 2, pourquoi pas jusqu'au point 3. On a ces pouvoirs-là, on a ça, on a ces valeurs-là, on a toutes ces acquisitions-là, on peut le faire. Il suffit seulement que chacun se dise, OK, on met de côté nos antécédents passés, mais OK, mettons maintenant la main dans la pâte. Puisque vous avez déjà fait, on peut encore essayer, voir un peu, OK, donnons la chance à notre nouveau président, voir dans une année qu'est-ce qu'il nous présente. Et si on sent du sérieux en lui, pourquoi pas investir encore davantage? Donc, chers compatriotes, vous avez ma main, je suis là, disposé, et je vous écoute. Surtout, j'ai dit notre point fort, c'est celui d'écouter. Parce que j'ai toujours dit, un leader doit écouter. Parce que être leader ou chef d'une communauté ne fait pas de vous un homme spécial ou mieux que les autres. Il y a des gens intelligents qui se sont seulement retirés et qui ont des solutions rapides même pour notre communauté. Et je suis en train de faire appel à ces gens-là. Vous qui avez des solutions, vous qui avez de l'expertise, vous qui avez de l'intelligence, contactez-nous. Venez que nous puissions booster notre communauté. Enfin qu'aujourd'hui, que nous devenions aussi encore une autre référence pour les autres communautés. Merci. C'était mon message auprès de ceux qui nous suivent en direct. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez donc suivi Fiston Matadi, qui est candidat donc à la présidence de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Il est là sur notre photo. Restauration, unité, intégration. Alors, il va faire un effort pour intégrer tout le monde, redonner l'image qu'il fallait à la communauté, de telle sorte que ceux-là qui étaient découragés reviennent et qu'on travaille ensemble. Mais avec donc le nouveau design que vous venez donc de nous expliquer. Ouais. Merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
pour tous ceux qui sont là, les électeurs. Donc, il y aura élection en décembre, le 7 décembre 2024, 2024 et vous ne pouvez pas y arriver si vous ne vous êtes pas fait enrôler. Voilà. Effectivement, il y a un lien qui est disponible sur le communiqué que nous avons publié juste à côté. Vous le voyez sur l'écran. Le communiqué dit exactement que vous pouvez aller sur ce lien à non, c'est pas www, c'est congodfw.org. Yes. Allez sur ce lien, vous pouvez vous enregistrer de telle sorte que vous soyez capable de voter donc le 7 décembre 2024. En tout cas, c'est un devoir. Faisons-le, nous tous, de telle sorte que nous puissions avoir un changement dans cette grande communauté des Congolais de Dallas. J'étais donc ici avec le deuxième candidat. Nous avions vu le premier candidat avant et là, le deuxième candidat sur la liste, c'est M. Fiston Matandi et c'est à vous d'aller voter.